Bonjour tout le monde, bienvenue à la neuvième édition de Géopod, donc votre rendez-vous hebdomadaire, politique du monde entier, petit regard sur le Maghreb, mais aussi dossier concernant la politique en général et l'histoire et un tas d'autres choses. Donc aujourd'hui, pour ma part, je vais parler d'un petit sujet qui a priori paraît assez insignifiant, mais qui a d'importantes ramifications, à savoir le limogeage en fait de l'ambassadeur britannique à Washington. Et qui est ce personnage? Que représente-t-il? Et que signifie donc sa démission, ou plutôt son limogeage? Mehdi, cette semaine, avec qui j'anime ce podcast, va parler de la politique française et de tout ce qui se trame donc justement en France. Alors voilà, Mehdi, je t'invite à commencer donc. Allez, c'est pour toi. D'accord, ok. Bonjour Hafsa, bonjour tout le monde. Voilà, alors, petit rappel à tout le monde rapidement, pensez à vous abonner, à liker et laisser des commentaires pour aider à la diffusion de la vidéo. Donc oui, alors je voulais faire, alors on a parlé de la politique française la semaine dernière, notamment pour dire que le gouvernement Bayrou allait sûrement tomber, voilà ce qui est arrivé, que la France insoumise allait déposer une motion de destitution de Macron, ce qui est arrivé le 9, et qu'il y aurait une journée de manifestation relativement importante, et c'était le cas effectivement. Donc ça, c'était le 10 septembre, hein. Voilà, donc 8, 9, 10, 3 journées, on va dire, chargées en événements. Et voilà, donc en fait, ce qui est arrivé, Macron, en fait, il a réagi assez vite, c'est-à-dire dès que Bayrou a perdu le vote, hein, son gouvernement est tombé, il a perdu la confiance comment dire, du Parlement, hein. Il avait demandé un vote de confiance qu'il aurait, c'est vrai, renforcé si jamais il l'avait gagné, hein, comme c'était le cas, je crois que c'était arrivé 2 fois précédemment pour Bayrou. Mais là, voilà, il l'a perdu. Et donc, voilà, donc il a dégagé. Ben, Macron, il a assez rapidement désigné un autre Premier ministre, hein, donc c'est Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, hein, donc ça ne s'appelle plus ministre de la Défense en France. Macron, il a changé le nom pour mettre l'ancien nom de ce ministère, hein, ministère des Armées. Bon, ça, c'est le côté extravagant du psychopathe Macron, hein. Les psychopathes sont toujours un peu, ils ont un côté arrogant, extravagant, hein. Complexe Napoléon aussi, peut-être? Oui, oui, voilà, il veut, comment dire, il veut se mettre en quelque sorte dans la continuité du passé glorieux, hein. C'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de politiques français voient, et puis beaucoup de Français en réalité, hein, voient ce passé napoléonien et impérialiste de manière générale comme un passé glorieux, alors qu'ils devraient tous en avoir honte. Et oui, voilà, donc Macron, il veut, comment dire, il veut aussi, lui, avoir cette espèce d'aura de cette époque nostalgique pour beaucoup, beaucoup de Français, notamment dans la classe politique. Et voilà, donc il a désigné le ministre des Armées, hein, des Armées, Sébastien Lecornu. Alors, Sébastien Lecornu, en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un, donc c'est un macroniste extrêmement fidèle à Macron. En fait, il a fait partie de tous les gouvernements Macron depuis que Macron a été élu en 2017. Il y avait toujours Sébastien Lecornu qui occupait un poste dans un des gouvernements. Il y avait beaucoup de gouvernements sur Macron. Comme c'est un psychopathe, donc c'est le chaos permanent en réalité, hein. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements. Et voilà, donc c'est un fidèle de la première heure, un bon toutou de son maître. Et voilà, donc là, il est récompensé avec le poste de Premier ministre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien Lecornu, donc il a fait la cérémonie de passation des pouvoirs avec Bayrou. Et en fait, il a fait un speech. Alors, j'ai noté quelques, j'ai noté quelques extraits intéressants. Euh,
Voilà, donc il a fait un petit discours, Sébastien Lecornu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a avoué son admiration pour Bayrou, hein, Bayrou qui venait juste de perdre, de perdre la confiance du Parlement, hein. Et il a salué son courage, hein. Donc ça, c'est parce que c'est Bayrou qui avait demandé le vote, hein. En fait, c'était quitte ou double, hein, parce que s'il avait Ouais. gagné le vote, il aurait été, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, renforcé. Et voilà, là, il l'a perdu. Et ce qu'il a dit Le Cornu lors de ce discours de passation, il dit donc aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver, hein. Donc en fait, voilà, sous-entendu, c'est que lui Pas et encore. Macron, ils vont arriver à poursuivre et à faire passer leur politique mortifère. D'accord. Voilà. Donc voilà, il s'accroche mordicus au projet macronien de poursuite de la destruction néolibérale, hein, c'est ça le projet de Macron. Et il parle aussi, Le Cornu, d'un décalage entre la politique intérieure et la géopolitique qui nous rattrapera, hein. Donc là, ça se voit la carte qu'il va jouer Le Cornu à la demande de Macron, clairement. C'est la carte de la Russie, encore et encore et encore, hein. De toute façon, Macron, c'est la carte qu'il joue depuis maintenant plus d'une année, hein, plus de 2 ans même, hein. C'est la russophobie à l'extrême. Il présente la Russie comme étant un ennemi mortel, hein, un ennemi mortel de la France, qui est complètement débile. C'est plutôt le contraire. Et, euh, Enfin, de et toute façon, c'est antérieur à Macron, cela étant, parce que du temps de Hollande, Sarkozy également, ils en avaient fait pratiquement leur cheval de bataille. Ouais, ouais, tout à fait. Sauf qu'avec le conflit en Ukraine, Oui. voilà, c'est devenu un alibi, un alibi extraordinaire comment dire, pour distraire les Français pendant qu'ils avancent le projet néolibéral, donc hyper destructeur. Voilà, donc ils vont continuer à jouer de cette carte-là et voilà, Le Cornu, il est super motivé. Voilà, donc de la fausse menace russe, hein, pour casser le mouvement social, hein. Donc voilà, donc hier, le 10 septembre, enfin avant-hier maintenant, le 10 septembre, donc il y avait cette manifestation, comme je le disais, et selon les chiffres officiels de la police, il y avait 200 000 personnes à travers la France. Ça, c'est les chiffres de la police, donc il faut multiplier par 2 ou 3, hein, donc on va dire 500 000 en réalité. Voilà, donc c'est pas mal. Un demi-million de personnes qui sont sorties dans la rue. Donc il y a beaucoup de colère, hein. Il y a beaucoup de colère en France contre Macron et ses politiques. Alors bien sûr, on aurait souhaité qu'il y ait autant de monde contre le génocide à Gaza, mais voilà, enfin, c'est pas le cas. Les Français préfèrent se battre pour leur ventre, hein, pour leur ventre et pour leur niveau de vie, hein, plutôt que pour défendre des peuples qui sont massacrés. Voilà. Et puis il défend aussi, hein, il défendait dans son discours, Le Cornu, des ruptures, et pas que dans la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures sur le fond, hein. Donc lui, ça se voit, c'est un macroniste, c'est un macroniste radical, hein, et apparemment il est prêt à aller très loin pour plaire à son maître, hein. Donc voilà. Alors en fait, les personnes qui n'ont pas suivi le feuilleton, le feuilleton Macron, surtout sur les 2 dernières années, par exemple, avant Bayrou, il y avait un autre Premier ministre, il s'appelait Barnier, et en fait, lui aussi, il a perdu le vote de confiance du Parlement, et donc il est tombé. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est tombé? C'est parce il avait l'intention de présenter un budget d'austérité vraiment extrême. Et ce qui s'est passé, c'est que Bayrou, une fois qu'il a été désigné par Macron, il a présenté un budget encore pire que celui de Barnier. Et là, évidemment, hein, voilà, les mêmes causes mènent aux mêmes conséquences. Le Cornu va présenter un budget encore pire que celui de Bayrou. Hein, d'accord, c'est ça qui va se passer, hein, d'accord? On a l'impression, n'empêche, que Macron est en train de faire un peu du rafistolage, juste histoire de terminer son mandat. Donc, il va ramener n'importe qui, faire n'importe quoi pourvu que lui termine et ne passe pas par la potence, à Oui, entre la guillemets. guillotine. Mhm. Ouais. Oui, alors il y a de ça, c'est vrai, mais en fait, faut pas oublier que Macron, c'est quand même, c'est un convaincu du néolibéralisme. Parce que lui, il faut pas oublier que c'est ça qu'il a nourri, entre guillemets, parce que n'oublions pas que quand il était à la banque Rothschild,
il faisait des fusions-acquisitions. Donc, en fait, il faisait des fusions entre deux très grosses entreprises, deux multinationales. Dans le cadre de ce projet-là de fusion, il virait des dizaines de milliers, voire plus de 100 000 personnes. C'était ça son business. Hein, donc, c'est vraiment le néolibéralisme bête et méchant. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, hein, sur les deux d'ailleurs, oui. On parlait de l'IA la semaine dernière et on parlait des volets aéronautiques, automobiles et militaires la semaine d'avant. Hein, donc en fait, voilà, c'est le néolibéralisme extrême, bête et méchant, qui consiste à faire des coupes budgétaires, y compris dans des choses vitales. Hein. Évidemment, c'est les gens qui produisent la valeur et la richesse, hein, c'est les gens. Mais Macron, lui, il a toujours gagné à travers la mise à la porte de dizaines de milliers de personnes. Hein, d'accord? Et là, ça rejoint le sujet de justement la psychopathie, à savoir qu'il n'y a aucune empathie donc dans ces politiques qui pénalisent le commun des mortels et de toute façon, ils s'en moquent éperdument puisque eux ne sont pas affectés. Absolument, absolument. Ça correspond pas. De toute façon, les gens qui travaillent comme ça dans les fusions-acquisitions, ils ont un mépris profond pour les gens. C'est pour ça Mm. qu'ils arrivent à faire ce job-là. Sinon, c'est pas possible de faire ce job-là. Hein, d'accord? Voilà, donc oui, effectivement. Donc voilà, donc en fait, ce qui va se passer, hein, c'est très évident à travers ce discours de Lecornu et puis son profil, encore une fois, de bon toutou, qui a toujours fait partie des gouvernements Macron depuis que Macron a été élu en 2017 pour son premier mandat présidentiel. Et par contre, ouais, donc là euh, Macron et donc les Français, donc un demi-million, mais il y en aura sûrement plus qui vont rejoindre le mouvement dans les prochaines semaines, les prochains mois, et bien, ils sont sur une trajectoire de collision. Hein, ils sont sur une trajectoire de collision parce que euh, ni l'un ni l'autre ne compte céder du terrain. Hein, d'accord? Et comme on dit bien que la guerre, c'est la poursuite de la politique hein, par d'autres moyens. Et bien là, en fait, oui, donc là, la politique française, elle va se poursuivre à travers le clash. Hein, d'accord? Et alors moi, ce que je prédis, c'est que voilà, on voit bien à travers le discours de Le Cornu qu'il y aura une radicalisation des pratiques. Hein. Il a bien dit, hein, je répète, il a bien dit, donc il défend l'idée de rupture, pas que dans la forme, pas que dans la méthode. Hein. Je pense qu'il fait référence à la méthode de maintien de l'ordre, entre guillemets. Hein, d'accord, la répression policière en réalité, hein, ils appellent ça maintien de l'ordre. Voilà, donc il veut des ruptures de fond. Alors n'oublions pas que pendant les Gilets jaunes, il y avait une nouveauté, c'était que les Blancs se sont fait casser la figure. Ils ne sont pas fait tuer, hein, ils ne sont pas fait tuer par la police, hein, alors que les non-blancs, ils se font tuer depuis très longtemps par la police, Oui. dans la continuité des pratiques coloniales, hein, d'accord? Euh, la seule, je crois que c'était la seule, hein. Enfin non, il y en avait deux, il y avait deux personnes qui se sont fait tuer par la police française. Dont une Algérienne. Voilà, Zina Bredouane, une vieille dame de 80 ans, elle faisait même pas partie des D'accord. manifestations des Gilets jaunes, mais elle était à sa fenêtre au troisième ou quatrième étage, je crois que c'était à Marseille, et il y a un CRS qui l'a visé parce qu'il a vu une femme voilée. Donc c'était pendant voilà, les opérations de maintien de l'ordre des Gilets jaunes, et elle allait fermer sa fenêtre parce qu'à cause de l'odeur des gaz lacrymogènes, eh ben, elle a décidé de lui tirer dessus. Et en fait, c'est très facile de viser parce que c'est lanceurs de LBD. Hein, les LBD, c'est les lanceurs de balles de défense soi-disant, mais en fait, c'est d'attaque. En fait, ils ont un petit écran comme ça qui assiste pour savoir précisément comment viser pour taper exactement ce qu'on veut taper. Donc voilà, donc il l'a touché à la tête, il a fracassé la tête. Et elle est morte, je crois, 24 heures après ou même pas. Hein, d'accord. Voilà. Et puis il y avait aussi Steve Canisso. Donc lui, c'était dans le cadre d'une répression d'une espèce de rave, un truc musical où les CRS, ils ont poussé les gens dans une rivière. Et malheureusement, Steve, il s'est noyé. Hein, d'accord. Voilà, donc c'était les deux seuls morts dans le cadre de la répression policière des Gilets jaunes. Mais là, je prévois que ce mouvement-là qui va entrer en collision avec Macron et sa répression policière, à mon avis, la répression policière, là, elle va passer au niveau suivant, supérieur, c'est-à-dire qu'il y aura des morts blancs. Hein, il y aura des morts blancs. Hein, d'accord? Alors que jusque-là,
déjà, pendant les Gilets jaunes, ça a choqué beaucoup de monde parce qu'il y avait des mutilations de blancs, hein, ce qui n'arrivait pas jusque-là, hein. Donc, on voit en fait, mais ça c'est naturel, j'en parlais avec Eugénie Merriot, hein, je mets le lien ici. En fait, c'est une caractéristique classique de l'impérialisme, euh, notamment occidental. C'est ce qu'on appelle le retour vers l'intérieur des pratiques qui étaient exclusivement jusque-là réservées aux colonies, hein, d'accord? Donc voilà, c'est une réimportation de ces pratiques-là, et notamment voilà, la répression policière brutale, y compris létale, hein. Donc De voilà, à toute mon façon, avis, ce qui les va se classes passer. ouvrières ont un peu toujours été considérées comme à peine un peu plus élevées que les colonisés. Mais bon, en général, on les traite un peu de la même manière. C'est-à-dire que comment on appelle ça? C'est des dommages, c'est potentiellement du dommage collatéral et on s'en moque un peu. Mais il y a juste un petit truc. En fait, il y a cette semaine, on a parlé, surtout dans la presse de droite, une menace qui est sortie de nulle part, qui est très caricaturale. Je ne sais pas si tu en as entendu parler sur Notre-Dame. Et donc il y aurait eu une vidéo à circuler de jeunes hommes cagoulés qui se prétendent être musulmans et qui voudraient mettre le feu tout d'un coup, comme par hasard, à Notre-Dame. Et donc, ça a mis en alerte les services policiers français. J'ai comme l'impression qu'on va justement introduire quelque chose de répressif, d'urgence, parce que on va monter à, je sais pas, c'est quoi, Vigipirate, stade Plus, plus, 4, quelque plus. chose en alerte rouge pour dire qu'il y a une menace terroriste imminente pour justement Voilà. limiter donc toutes ces manifestations. Donc j'ai quand même l'impression, soit on va sacrifier du blanc, soit on va sacrifier les libertés. Mais en tout cas, il y aura un sacrifice quelque part. Oui, oui, et justement, à mon avis, il y a un risque de basculement fasciste. Et là, je vais reprendre la définition de Robert Paxton. Donc, Robert Paxton, à mon avis, c'est le plus grand expert du fascisme. Voilà, il a écrit plusieurs bouquins là-dessus, enfin surtout un, Anatomy of Fascism, et puis l'autre était focalisé sur la France de Vichy, qui parlait aussi de fascisme. Voilà, donc c'est le plus grand expert. Moi, c'est ma référence pour tout ce qui est fascisme. Donc, il disait que une bonne définition du fascisme, c'est des mesures draconiennes prises par une bourgeoisie effrayée, hein. Donc, lorsque la bourgeoisie est effrayée, notamment la bourgeoisie occidentale, parce que les sociétés occidentales, elles contiennent les germes du fascisme, hein. Le fascisme, il repose sur la supériorité raciale. Bon, évidemment, les Occidentaux, ils ont toujours été biberonnés depuis plusieurs siècles à la supériorité raciale, hein, d'accord? Voilà, le racisme, la xénophobie, etc. Donc tout ça, ça fait partie de, comment dire, j'allais presque dire, des germes culturels et politiques de l'Occident et historiques, hein. Donc c'est pour ça que c'est très facile de raviver le fascisme en Occident, hein, c'est une invention occidentale. Et voilà, donc la bourgeoisie occidentale, notamment française en l'occurrence, dans le contexte actuel de radicalisation des deux côtés, des deux extrêmes, Macron d'un côté, puis les gens qui font de la dissidence de l'autre, et ben voilà, je pense qu'il est tout à fait possible que le cornu va se rapprocher un peu plus, voilà, des pratiques fascistes, hein. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on pourrait comprendre de son discours, hein. Tout à l'heure, j'ai pris quelques extraits, parce que la bourgeoisie, évidemment, elle a très peur. Elle a très peur, les Bernard Arnault, etc., qui sont des gens d'extrême droite, comment il s'appelle, Rodolphe Saadé, hein, qui est libanais d'ailleurs d'origine, hein. Voilà, c'est intéressant. Il y a toujours des house slaves et puis des house slave billionaires, d'accord, des milliardaires, voilà, qui sont comment dire, des promoteurs de l'extrême droite. Voilà, donc tous ces gens-là, ils sont terrorisés à l'idée qu'il y aurait un mouvement social qui va casser le train néolibéral macronien. Et voilà, donc tous ces milliardaires, ils se remettraient à cotiser normalement, comme tout le monde, pour le fonctionnement du pays. Ça, c'est intolérable pour eux, évidemment. Voilà, donc ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, moi, je vais suivre ça de près et puis on couvrira ça dans les prochains épisodes. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie-là, Hafsa.
Écoute, merci parce que justement, je suivais un peu de loin l'actualité française. Je n'avais pas tout à fait compris ce qui se passait. Donc, merci pour ces éclaircissements. Et puis voilà, on va se délecter et on va prendre le popcorn et voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Alors, pour ma part, c'est un sujet qui a eu lieu. En fait, ça a éclaté aujourd'hui même. Et donc, enfin, plutôt, c'est le limogeage de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. A priori, c'est pas vraiment une affaire, bon, enfin, une affaire internationale. Et pourtant, il s'agit donc de Peter Mandelson. Et qui est ce Peter Mandelson? C'est l'architecte de New Labour. Donc, c'est l'homme qui est responsable du changement. Il a transformé le Parti travailliste britannique, qui était à l'origine tout de même un parti de gauche, en, en l'héritier, le digne héritier du thatcherisme. D'ailleurs, Margaret Thatcher avait dit, avait prononcé cette fameuse phrase quand Tony Blair est arrivé au pouvoir. Donc, Tony Blair, le Premier ministre, qui est devenu donc le ministre de tutelle de Peter Mandelson, donc son premier euh, poste ministériel. Margaret Thatcher avait dit que son plus grand héritage, legacy, héritage, c'était New Labour, c'était les nouveaux travaillistes, parce que finalement, il s'était réinventé et mettait en place toutes les politiques et toutes les initiatives qu'elle avait déjà abordées dans les années 80, et eux poursuivaient donc la tâche. C'est d'ailleurs eux qui ont privatisé les trains, etc., l'électricité, le gaz, tout le tintouin. Donc, ils ont continué sur le thatcherisme et l'architecte de toute cette politique, c'était Peter Mandelson, qu'on appelait le prince des ténèbres, parce qu'il maîtrisait l'art de la manipulation médiatique. Et donc, qui est-il? En fait, c'est un grand ponte, c'est l'aristocratie sioniste britannique. Son père était un membre du Jewish Chronicle. Petite publicité, je parle de Jewish Chronicle dans le Soldat rabbin et le Maghreb arabe. C'est un journal qui officiellement parle de la communauté juive de Grande-Bretagne, mais qui s'est toujours imposé comme ligne stricte la défense absolue du sionisme. Et vraiment dans les premiers temps, c'est-à-dire qu'il est né au milieu du 19e siècle, et donc c'est véritablement un média très important qui a fait terriblement avancer la cause sioniste à un moment où elle ne prenait pas, la mayonnaise ne prenait pas auprès des communautés juives britanniques, et le Jewish Chronicle a joué un rôle prépondérant donc dans sa promotion. Et donc, Peter Mandelson est le fils et le petit-fils de sionistes zélés qui ont d'ailleurs exprimé leur admiration pour les milices juives qui ont fait, il faut le rappeler, 700 morts parmi les soldats britanniques qui étaient stationnés en Palestine avant la création de l'État d'Israël. Donc, pour se mettre un peu dans le contexte, un homme qui est devenu ambassadeur de Grande-Bretagne et qui a été à 2 reprises ministre britannique a avoué que son père et son grand-père avaient une admiration pour des milices terroristes qui avaient tué des soldats britanniques. C'est un peu comme si Saad Khan, qui est musulman, qui est maire de Londres, avouait que son père avait une certaine admiration pour Al-Qaïda, par exemple. Mais bon, comme c'est le sionisme, ça passe mieux. Et donc voilà, cet homme est fascinant parce que il est impliqué dans un tas de scandales, mais il rebondit à chaque fois. Et ça souligne un peu l'importance et l'influence du lobby juif sioniste en Grande-Bretagne. Donc, il devient ministre après avoir été l'architecte donc de la victoire de Tony Blair en 97. Tony Blair le nomme ministre et hop, une année après, à l'époque, les tabloïds étaient très très puissants, il faut le rappeler, et ils ont dévoilé qu'il n'avait pas dévoilé justement toutes ces affaires de taxes et qu'il avait détourné, donc, enfin pas détourné, plutôt il n'avait pas révélé certaines, il avait fait des omissions dans ses déclarations d'impôts, ce qui est une infraction encore plus grave, bien évidemment, quand on est ministre. Et donc, il a été limogé. On lui a dit, de toute façon, garde le profil bas quelque temps, on va te repêcher. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, 2 années plus tard, Tony Blair le ramène au pouvoir. Et ça montre d'ailleurs à quel point ces démissions, ces limogeages sont véritablement du théâtre ridicule parce que de toute façon, on jette ça en pâture à l'opinion publique quand la presse, elle fait un grand tintamarre. Et au final, bah, c'est des démissions ou des limogeages qui n'ont aucune valeur, puisqu'après, on repêche les personnes ou on leur donne même des postes qui sont plus importants et qui sont mieux payés. Et donc, voilà ce qui s'est passé. 2 ans après, il revient donc
au sein du cabinet, donc du gouvernement plutôt de Tony Blair. Et hop, il s'avère qu'il avait usé de son influence pour faire obtenir la citoyenneté britannique à deux milliardaires indiens qui étaient venus investir en Grande-Bretagne. Et donc, il y a eu un échange de bons procédés et ils avaient obtenu la nationalité britannique grâce à Peter Mandelson. Et bien donc, il est limogé une seconde fois. Mais c'est un sioniste. Ben, un sioniste, on ne va pas le laisser au placard trop longtemps. Bien au contraire, on le nomme à la Commission européenne avec un salaire mirobolant. Donc là, c'est là où sa carrière, en fait, devient très internationale. Et là, il commence à fréquenter les grands de ce monde bien au-delà du cercle, comme on appelle en Grande-Bretagne, le cercle de Westminster. Là, il a véritablement élargi son petit monde et donne des conférences, fait des talks, etc. à 100 000 dollars la talk. Il est à la Commission européenne à, je sais plus, 30 000 euros minimum par mois au début des années 2000. Donc, c'est la très, très belle vie. Et là, il fait la rencontre donc du fameux Jeffrey Epstein. Donc, et c'est là où tout s'embrique parce que voilà, tout le monde se connaît, tout le monde est impliqué dans des petites affaires. Il faut rappeler aussi que il est homosexuel. Il a eu aussi un peu une affaire un scandale avec, il a fait ramener son amant qui était sans papier, qui était du Brésil. Mais encore là aussi, on a terré l'affaire et 2 ans après, on fait de lui un lord, on le fait rentrer dans la chambre des lords et il ne devient pas uniquement Peter Mandelson, il devient Lord Mandelson. C'est lui qui approuve les grandes lois et qui met sa signature aux lois du royaume de Grande-Bretagne. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, compte, quand on est sioniste, quand on fait partie de ce cercle-là, ce n'est pas que vous êtes pénalisé, au contraire, c'est à croire que chaque scandale vous élève à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a commis quelque chose, une grave erreur. En plus, c'était des limogeages, pas pour des motifs, un oubli ou une signature qui a été sur un mauvais document, mais bon, c'est inexcusable au vu de son poste. Non, 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 il s'agissait d'erreurs très graves. Et à chaque fois, il était récompensé donc pour son erreur. Donc, suite à ce petit scandale qui avait été terré à l'époque parce que les travaillistes avaient énormément misé sur les lois pro-LGBT. Donc, les médias étaient un peu hésitants à faire une grande histoire de ce scandale avec son amant brésilien, de peur d'être taxé d'homophobe. Et donc, bien que il y avait de l'illégalité, pardon, puisqu'il a ramené son amant sans papier et il l'a fait rester au-delà de son droit. Donc, on a quand même un peu terré cette affaire et justement, pour la terrer, donc on l'a nommé à la Chambre des Lords. Et donc là, il fréquente Jeffrey Epstein, etc. Et voilà, qui fait une carrière très, très importante dans l'Union européenne. Mais il reste, par contre, là, les scandales étaient très nombreux. Donc, il a une brillante carrière, très lucrative. Il est dans les coulisses du pouvoir. Mais là, on met quand même plus tellement la lumière sur lui parce que, bon, là, ça commençait à peser. Et puis, arrive Keir Starmer, donc le Premier ministre travailliste, enfin, qui n'a de travailliste que de nom, et de toutes les personnes qu'il aurait pu nommer, Keir Starmer, dont l'épouse est israélo-britannique, lui-même a reconnu qu'il allait très souvent en Israël voir sa famille, sa belle famille, et donc a décidé de tous les candidats à nommer, donc nommer qui ça? Ben, Peter Mandelson, qu'il repêche des couloirs de la politique, il était dans l'ombre, il était resté dans l'ombre depuis quelques années, toujours très influent, toujours dans des postes importants, toujours à donner des talks bien payés, etc. Mais tout de même pas au devant de la scène comme ce fut le cas au début donc des années 2000. Mais là, il s'est dit, bon, allez, les gens ont la mémoire courte, c'est une nouvelle génération, bah, tout le monde a vieilli, ses souvenirs sont anciens, on va le ramener. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, sa nomination pour le poste le plus important de la diplomatie britannique. Il faut savoir que ambassadeur à Washington, c'est véritablement, après le ministre
des Affaires étrangères, enfin secrétaire aux Affaires étrangères, l'ambassade à Washington, c'est le poste le plus important, en particulier pour les Britanniques. Et il l'a présenté donc pour ce poste. Tout le monde a approuvé, tout le monde a applaudi. Évidemment, puisque c'est l'aristocratie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie sioniste. Donc, ces contacts étaient aussi importants de ce côté de l'Atlantique que de l'autre. Et puis aussi, il y a le lien Epstein. Donc, on se retrouve dans toute cette petite clique entre Trump, entre lui, bah, c'est tous les amis Epstein qui se retrouvent donc à Washington et tout se passait très bien. Sauf que bien évidemment, cette affaire Epstein ne veut pas disparaître. Et donc, au cours des dernières semaines, non seulement il y a eu la révélation d'une espèce de fameuse lettre qu'aurait écrit Donald Trump à Epstein avec la silhouette d'une femme nue qui défrait beaucoup la chronique. Trump nie l'avoir rédigée, mais bon, le New York Times, surtout connaissant le caractère procédurier de Trump, a néanmoins insisté. Donc c'est un gros pari parce que Trump a remporté un procès en diffamation contre un média et il y a eu vraiment une somme astronomique. Donc pour que le New York Times prenne le risque de la publier et d'insister qu'elle est réellement de Trump, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus parce que c'est un très très gros risque à prendre. Et donc, parmi toutes ces révélations, on retrouve alors des photos très intimes, Mendelssohn en robe de chambre, plaisantant, en lui disant à quel point il se délectait à l'idée de venir sur son île et bénéficier de ses plaisirs en rajoutant un petit yum yum complice. Allez savoir ce que ce yum yum signifie, mais bon, quand on connaît les choses glauques qui se produisaient dans cette île, on ne peut qu'imaginer. Et puis bon, il était de toute façon friand de milieu et pas de call girl, mais plutôt on appelle ça comment, les rent boys. Donc il y a les call girls pour les jeunes femmes et les rent boys donc pour les hommes. Donc c'est ces jeunes hommes qu'on loue, voilà, prostitués donc. Peter Mandelson était réputé donc, était friand de ces jeunes hommes-là. Et donc voilà, on s'imagine que au sein de cette île, il y a eu des complicités. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et c'est là où en tant que figure politique de haut rang, sa position est devenue impossible à tenir, c'est que il a, il a continué son amitié avec Jeffrey Epstein après sa condamnation. C'est-à-dire que beaucoup qui l'ont fréquenté l'ont lâché en se disant oui, on a cru à son innocence, mais une fois que la justice a réellement tranché, il n'y avait plus aucun doute, donc ils se sont retirés. Mais lui a fait partie de ceux qui ont continué à le fréquenter, lui ont témoigné son amitié et lui-même lui conseillé donc de miser. Je crois que le point véritablement important, c'est de lui dire, mais essaye de miser pour avoir une très courte peine, c'est-à-dire donc reconnaître la culpabilité, mais juste ne pas rester en prison indéfiniment, juste faire une espèce de peine symbolique et puis ressortir et puis reprendre les bonnes activités. Donc la pression est devenue très 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 importante sur Keir Starmer, qui a quand même tenu bon, qui a refusé de le limoger, mais là les preuves étaient très accablantes contre la personne de Peter Mandelson et au final, aujourd'hui, il a démissionné. Et c'est très intéressant parce que bien évidemment, ça se passe au moment. Alors c'est vraiment une journée chargée pour et les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce que ça a été un très grand scandale en Grande-Bretagne, mais il se trouve que c'est la date anniversaire du 11 septembre, donc il y a toutes les commémorations. Ajouter à cela l'assassinat de Charlie Kirk, donc ce commentateur de droite qui a été assassiné en direct. C'était un truc très spectaculaire. Et donc les médias sont dans cette spirale où tout tourne. Et en même temps, c'est formidable parce que plus il y a de l'info, plus on arrive à noyer les mauvaises nouvelles. Donc c'est vrai que la démission, plutôt le limogeage de Peter Mandelson est très rapporté dans la presse britannique, mais en même temps, on essaie de le noyer avec des reportages excessifs et toutes ces histoires-là autour de l'assassinat de Charlie Kirk. Donc voilà, l'histoire au final, c'est quoi? C'est le limogeage d'un ambassadeur qui aurait fréquenté une personne infréquentable normalement. Donc, petite histoire, mais pour revenir à tous les réseaux d'influence, à quel point
l'importance du lobby sioniste, l'influence du lobby sioniste, comment tous ces gens-là se retrouvent, comment ils font tous partie d'un même cercle. Et puis au final, on refait les mêmes scènes, on rejoue avec les mêmes marionnettes, mais on est toujours dans le même spectacle. C'est-à-dire que les acteurs se retirent, changent un peu, rebidouillent leur maquillage et puis reviennent sur scène jouer la même pièce. Et nous sommes toujours spectateurs donc de cette grande mascarade. Voilà, voilà pour mon sujet du jour. Et pour Peter Mandelson, donc cet architecte de la destruction donc du socialisme en Grande-Bretagne, destruction totale, de la continuation du thatcherisme, c'est-à-dire le libéralisme excessif, et puis d'une politique sioniste très affirmée, puisque, entre autres, il a aussi réussi à vendre un événement qui a été clé dans les deux mandats de Tony Blair, ce qui est bien évidemment la guerre en Irak. Une guerre qui avait été, souvenons-nous-en, très, très soutenue par les lobbies sionistes américains et notamment PINAC. Donc, c'était un groupe de néoconservateurs américains qui s'était réunis, qui avait fait une liste de tous les pays qui devaient être éliminés. Et en tête de cette liste, il y avait donc l'Irak. L'opinion était très contre, mais le génie satanique de Peter Mandelson a réussi à faire basculer l'opinion britannique, en tout cas en faveur de cette intervention, et bah, ce qui a mené donc à la destruction totale de l'Irak et l'avancement et la puissance toujours croissante donc de l'État d'Israël qu'il s'est fixé comme mission de soutenir de génération en génération. Donc voilà, Peter Mandelson, l'ambassadeur limogé de son poste à Washington. Oui, ouais, ben, c'est intéressant qu'il s'appelle Peter parce qu'en management, il y a le principe de Peter. Je ne sais pas si tu connais Hafsa, ça te parle? Non, non. Non. Alors, le principe de Peter en anglais, c'est People rise to their level of incompetence. Donc, les gens grimpent jusqu'à leur niveau d'incompétence. Et là, je ne sais pas, on va l'appeler principe de Hafsa. Hein. Donc, les politiques corrompus montent jusqu'au niveau où ils se font virer, hein, à force de corruption et de crimes. Donc voilà, bon, généralement c'est comme ça. Ces gens-là, ils finissent par aller trop loin parce qu'à un certain moment, ils se pensent intouchables. Oui, Hein, c'est Libri. classique comme phénomène. Ben oui, ils se pensent vraiment intouchables. Donc, et puis le type, c'est un pervers. Hein. Il avait un amant brésilien. Bon, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. C'était pas un amant normal. Voilà, donc c'est des pervers. C'était un pervers certainement. Et voilà, donc c'était un tordu, hein, c'était un tordu criminel. Et voilà, mais bon, voilà, il vient de se faire virer. Mais je me demande s'il ne va pas revenir, hein. En Oui, fait, oui, il a cette capacité de se ah bah renouveler oui. chaque fois. Et c'est fascinant parce que ce sont des scandales dont on ne se relève pas normalement. C'est-à-dire, franchement, là, puis bon, à la limite, on peut excuser, l'être humain est faillible. Mais là, quand même, ils sont nombreux. Et à chaque fois, il rebondit et il rebondit plus haut. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la récompense est plus importante. Et c'est là où on se dit le suprémacisme blanc, parce que évidemment que quelqu'un brun, une personne d'une minorité ethnique n'aurait pas passé la première étape. Mais là, non, à chaque fois, ça se renouvelle et ça revient encore plus fort. Donc, on voit et l'importance voilà, du blanc et du blanc juif sioniste. Oui, oui. Et c'est aussi un révélateur sur le système dans lequel opère ce type, parce que c'est le système qui promeut ce genre de personnage, parce que c'est un système extrêmement. Enfin, c'est le système occidental ou les systèmes de l'Occident, les systèmes politiques, évidemment, ils sont basés sur la perversion, sur la banqueroute ou la perversion morale. Ouais. Et donc, ça encourage ce genre de personnage. Ce genre de personnage, ben, il s'en sort très, très, très bien. Surtout que les sociétés occidentales, elles sont sujettes à ce qu'on pourrait dire, oui, une pathologie, hein, une maladie. C'est ce que le professeur Roland Gori appelle l'amnésie historique. L'amnésie historique, y compris l'histoire très très récente. Oui, Donc ces types-là, ils se refont une virginité comme ça au bout de quelques mois ou quelques années. C'est parce que les gens, ils ont une mémoire extrêmement courte, ils sont incapables. Donc c'est les Homo economicus, hein, donc c'est les humains modernes
qui ont été formatés, qui n'ont rien à voir avec un humain normal, qui ont été formatés à force voilà, de propagande et d'endoctrinement depuis des générations d'ailleurs. C'est des homo economicus, ils savent que servir le capital et ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire, alors que les humains normaux, ben voilà, si vous les arnaquez une fois, éventuellement deux fois, voilà, c'est fini. Ils vont vous mettre une croix dessus et puis ils vont plus vouloir entendre parler de vous. Mais les Homo economicus, non. En fait, leur mémoire, c'est ce que leur dit la télé. Et si leur télé, elle ne leur rappelle pas que le type, ça fait 4 fois qu'il fait un comeback, Exact. et ben voilà, ils ne se souviennent pas. Ah oui, la tête, elle leur dit quelque chose de ce type. Hein, mais bon, ils ne se souviennent pas de tout ce qu'il a fait à peine peut-être quelques mois, quelques années avant. Hein, donc voilà, c'est un système qui promeut ce genre de personnages et leur comeback complètement ahurissant. Mais c'est révélateur aussi des sociétés hein, et des systèmes politiques dans lesquels ils opèrent. C'est ce que je veux dire. C'est pas que révélateur de qui est ce personnage. Bon, en tout cas, merci Hafsa, c'est très intéressant. Ça, en tout cas, ça illustre hein, voilà, un aspect, enfin des aspects très importants de l'Occident. Hein, c'est toujours bien de mettre ça en avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui croient que l'Occident est magnifique et que Oui, toutes ces anomalies-là, c'est des accidents de l'histoire et qu'il ne faut pas prêter tellement attention à ça. Donc, non, ce que tu dis, ça montre bien que. Et puis voilà, enfin, il y aurait beaucoup à dire, rien que le Royaume-Uni, hein, avec Jimmy Savile, tu en parlais la dernière exact. fois, et puis voilà, Lord Janner, enfin, moi qui ne vis pas au Royaume-Uni, je peux lister une liste énorme de ce genre de personnages. Voilà, hein, donc, ouais, c'est tout à fait Mhm. révélateur. Bon, merci Hafsa. On passe aux news. Alors, bah, de mon côté, j'ai peut-être deux infos qui m'intéressent un peu. Je vais parler d'abord de la première. Allez, on va parler du Qatar, donc l'attaque sur le Qatar. Enfin, bon, que vais-je dire que tout le monde ne sait pas déjà. Donc, le Hamas se réunissait donc au Qatar pour parler donc de potentiel de cessez-le-feu et c'était organisé donc par les autorités qataries. Et là, en violation de toutes les lois internationales et de la décence et de tout encore, ben, les Israéliens ont décidé de bombarder. Et les Américains ont fait semblant de ne pas être au courant et ils ont condamné du bout des lèvres alors que la base américaine se trouve à côté et qu'on imagine mal que des avions militaires américains et israéliens plutôt aient pu violer l'espace aérien euh, qatari qui se trouve très près de l'Iran, il faut le rappeler, sans que les Américains ne s'en rendent compte. Mais cela étant, Israël jouit d'une telle impunité, bah, peut-être que ça s'est fait, peut-être qu'il y a une complicité justement au niveau de la base militaire. Bon, peu importe, de toute façon, ça s'est fait. Et ce que je retiens en fait, de tout ce sinistre épisode, alors bon, les Qataris se sont un peu, bon, tout le monde a un peu condamné du bout des lèvres, évidemment. Les Qataris ont chouiné, voilà. Mais la déchéance du monde, en tout cas des pays du Golfe, des pays arabes du Golfe, elle s'illustre dans des petits détails. Et donc, au moment où a lieu ce crime, cette violation de la loi internationale, du droit international, le président israélien est en visite en Grande-Bretagne et il est reçu donc par Keir Starmer. Keir Starmer, qui est Premier ministre britannique et dont l'épouse est israélo-britannique et qui est absolument sioniste. Et donc, il y a eu des manifestations, notamment en dehors de Downing Street, pour dire que, bah, pour s'opposer à sa venue, mais aussi quand les gens ont découvert où il logeait, ont organisé des manifestations devant l'hôtel où il logeait. Et donc, voilà le détail que je retiens, c'est qu'il est logé en ce moment à l'Intercontinental de Park Lane qui se trouve au centre de Londres. Or, à qui appartient cet hôtel? Eh bien, au Qatar. Voilà la déchéance des pays du Golfe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils payent les Américains qui donnent 8 milliards de dollars par an à Israël. Ils autorisent les Américains à avoir une base qui est très certainement complice des attaques dont ils sont victimes. Et ils offrent même le gîte et le couvert aux politiques qui les attaquent. Donc voilà.
Vraiment, c'est comme les Chinois disent, on vous souhaite de vivre des temps intéressants, mais c'est une malédiction. On est en train de vivre vraiment des temps extraordinaires, mais vraiment pas dans le bon sens. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire du Qatar. Oui, oui, c'est bien résumé. Et oui, effectivement, c'est révélateur, tout à fait. De toute façon, au Qatar, il faut savoir que c'est un pays hyper corrompu. Euh, Moi, je pense pas que c'est une bonne chose pour les pauvres Palestiniens que ce soit ce pays-là qui fasse l'intermédiaire. Mais en même temps, les pays arabes sont dans un état de soumission tel dans leur Je vois plus de candidats, majorité. à vrai dire. Mhm. Aujourd'hui, C'est à ça. l'heure qu'il est, je vois pas un pays qui Pour pourrait faire se présenter. sérieusement l'intermédiaire, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Bon, c'est triste, mais oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de voir les choses dans leur globalité. Est-ce que tu avais d'autres news, Je Hatfa? voulais parler un peu de l'affaire Charlie Kirk parce que bon, ce commentateur que dans la francophonie, très peu de gens connaissaient, ou du moins bah, personne, ou du moins très peu de gens connaissaient. Et puis aujourd'hui, donc la presse du monde entier en parle. Donc c'est un commentateur de droite qui a été assassiné en direct. Donc les images, si vous les trouvez sur les réseaux, et elles existent, elles sont assez choquantes. Et alors, il y a deux éléments. D'abord, le premier, c'est qui était ce personnage. C'est un personnage de droite qui a tenu des propos absolument abjects, mais notamment, il a dit qu'il estimait que les victimes, les personnes qui mouraient par arme à feu, ben, c'était un prix à payer, qui valait le coup d'être payé pour avoir le droit de jouir du second amendement, du deuxième ou troisième, ou je ne sais plus quel amendement qui se trouve dans la Constitution, et qui permet aux Américains donc de porter les armes. Et bah, donc voilà, bah, tu vis par le feu, bah, voilà le résultat. Il a aussi déclaré que l'empathie était une espèce de notion New Age ridicule qui n'avait pas lieu d'être, donc sous-entendu c'est le wokisme. Il avait aussi estimé que même une fillette, si elle était violée et tombée enceinte à l'issue de son viol, eh bien même dans ce cas-là, il ne fallait jamais considérer l'avortement et qu'il fallait qu'elle porte ce bébé à terme. Bon, il a aussi dénoncé le rôle des femmes dans le milieu du travail, etc. Bon, les classiques du discours conservateur, soit. Il a même dit que quand il montait dans un avion et qu'il voyait que le pilote était noir, il se sentait inquiet. Donc, véritablement, une personne assez détestable, il faut le dire, qui a collectionné les ennemis. Et puis, au final, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'Américains peut-être ne se réjouissent pas de sa mort, mais en tout cas, ne pleurent pas du tout son décès. Alors, bien évidemment, et ça, c'est très important, il s'est complètement aligné sur la politique israélienne dans ce qu'elle fait en Palestine. Et lors d'un de ces fameux débats, parce que ce qu'il faisait en général, c'était de faire le tour des universités américaines et puis d'affronter les étudiants gauchisants, ou en tout cas ceux qui ne partageaient pas ses opinions, pour faire des débats. Mais en fait, c'était pas des débats, c'était de les apporter à dire, de tenir un propos ou d'affirmer leur position. Et puis lui, c'était juste pour les descendre, les humilier, etc. Il n'y avait pas vraiment un échange d'idées, il y avait un échange d'insultes, c'était plutôt l'humiliation. Et d'ailleurs, justement, face à quelqu'un qui parlait des Palestiniens, sa réponse était: mais la Palestine n'existe pas, il n'y a pas de Palestiniens, donc il n'y a pas de victimes palestiniennes. Donc voilà, c'est-à-dire zéro empathie très avancée. Et donc aujourd'hui, finalement, bah, son décès, il ne fait pas vraiment pleurer beaucoup de gens, en tout cas pas ceux qui ont une certaine empathie, mais bien évidemment, la droite pleure. Donc c'est pour ça que je voulais un peu donner cet aperçu pour les francophones qui ne connaissent peut-être pas tellement la personne. Cela étant, et là c'est un petit plot twist, et je trouve ça très intéressant, parce que quand on voit les images, on se rend compte d'une chose qui est très évidente, c'est que celui qui l'a descendu était un professionnel. Là, le tir était mais d'une précision spectaculaire, c'était dans le coup, c'était rapide, etc. Et il y a même une petite mise en scène, parce qu'à un moment donné, donc au moment où ça s'est produit, un homme dans la foule, physique un peu atypique, blanc, mais peut-être un peu bronzé, on ne sait pas, qui crie je le referai. Donc la police qui s'acharne sur lui, pendant que le sniper, bah, lui, bah, il prend ses jambes à son cou et il a disparu, on l'a toujours pas retrouvé. Et donc ça sent l'opération très sophistiquée et très bien orchestrée. Et bon, là, c'est le complot, je reconnais,
Mais il y a 15 jours, il avait accordé une interview à Meghan Riley, donc elle aussi, commentatrice de droite, très alignée sur les positions israéliennes, mais qui commençait tout de même à fléchir et à se plaindre de cette pression constante qu'a Israël et qu'ont les lobbies israéliens sur la presse américaine. Et donc, bien qu'ils ont réitéré leur soutien conditionnel à Israël, ils ont tout de même affirmé qu'ils étaient américains avant tout et qu'ils n'appréciaient pas cette pression. Alors, est-ce qu'il allait basculer et nous faire un Candace Owen et un Tucker Carlson? Est-ce que Israël ne voulait pas prendre le risque de perdre encore une voix extrêmement influente aux États-Unis qui pouvait, parce que lui était chrétien, bah, lui aussi d'ailleurs, comme Candace et comme Tucker, chrétien pratiquant, et donc faire basculer le vote, le soutien chrétien évangélique est très délicat, la question se pose. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'assassinat, c'est pas un hurluberlu qui a voulu juste marquer le coup, c'est bel et bien une opération très professionnelle. Oui, oui, en tout cas, ouais, ouais, ben, il a toujours eu des positions stupides et de bigots et criminels même. Et comme ils disent en anglais, live by the sword, die by the sword. Donc voilà, il a toujours défendu, comment dire, la diffusion des armes dans Exact. la population. Et voilà, il s'est fait tuer par un type. Et oui, donc le type, clairement, c'est un professionnel, hein, c'est un sniper. Ah, c'est sûrement un sniper professionnel. En tout cas, enfin, il y a beaucoup de Yankees qui sont passés par l'armée, hein, qui ont C'est un vrai. entraînement militaire, parce que voilà, les États-Unis, c'est un empire, hein. Donc voilà, ils ont besoin de leur population voilà, ils ont besoin de corps pour faire le sale travail de l'empire. Et donc voilà, moi je parie n'importe quoi, que c'est un ancien soldat, un sniper en particulier, probablement un Marines, parce que à ma connaissance, c'est les Marines qui font le travail de sniper pour l'essentiel, parce qu'ils doivent nettoyer les zones avant l'arrivée de l'infanterie, hein. Donc ça, c'est le travail des Marines. Donc à mon avis, c'est un ancien Marines. Et il y a des vidéos où on le voit courir, hein. Donc apparemment, il aurait tiré du toit. Et Mhm. puis, dans certaines vidéos, on le voit courir juste quand il a tiré. Et puis ouais, donc il y avait peut-être des complices qui faisaient diversion ou quoi. Mais si c'est le cas, ouais, oui, ça suggère une opération quand même, une opération sophistiquée, donc voilà, qui n'est pas le fait d'un seul type isolé, hein. Mais ça va être vachement intéressant, hein. Après, le problème, c'est que l'administration Trump, voilà, elle est plutôt, voilà, elle cache beaucoup de choses et tout, surtout avec des idiots comme Kash Patel à la tête du FBI. Kash Patel, voilà, c'est rien de plus qu'un podcasteur, un podcasteur, un influenceur MAGA. Il n'a rien dans la tête, complètement tordu, etc. Et voilà, donc c'est pas avec lui que le FBI risque de publier la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà, c'est un peu ça le problème, hein. Mais oui, oui, c'est un événement. Oui, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent le pleurer. Et oui, alors moi, je trouvais très intéressant, tu m'avais envoyé une vidéo de son interview par Meghan Kelly, et le fait que tous les deux, donc c'est des magas, c'est des évangélistes, c'était des gros soutiens d'Israël, mais à partir du moment où ils ont émis même des toutes petites légères critiques, les sionistes leur sont tombés dessus, hein. Voilà, donc ils ont découvert qui étaient les sionistes, qui sont leur propre création en fait, hein. Les sionistes sont en grande partie, ah, pardon, ils sont une création aussi des États-Unis et en plus d'être une création des Européens, notamment des Britanniques avec la déclaration de Balfour. Et donc voilà, donc là les évangélistes découvrent la vraie nature des sionistes, hein, des Israéliens. Voilà, alors est-ce que c'est ça qui a mené à son assassinat? Je pense pas. Je pense pas, parce que si quelqu'un voulait éliminer ce genre de voix, je pense qu'ils auraient commencé par Tucker Carlson, Candace Owens et puis d'autres. Donc, à mon Oui, avis, ça doit être autre chose. en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un avertissement à ceux qui vont basculer. Parce que maintenant, Candace Owen et Tucker Carlson, ils sont tellement high profile, ils sont tellement connus que leur exécution, elle va être très, très... D'autant plus que maintenant, ils ont tellement nuancé leur position. Celui-là, il est resté très radical. Donc, quand il dit des choses du genre, quand je vois un noir pilote, je suis pas bien et tout, on peut donc attribuer ça à un noir.
On peut attribuer ça aussi à un parent dont l'enfant a été tué dans une école ou un lycée, victime donc de la violence par arme à feu que beaucoup condamnent aux États-Unis. Et d'ailleurs, hier même, au moment où il se faisait tuer, dans un établissement, il y a eu 3 gamins qui ont été tués dans un lycée. Donc, on peut s'imaginer. Donc, comment on appelle ça, les potentiels assassins sont nombreux, ça floute. Aujourd'hui, si on exécutait Candace Owen ou Tucker Carlson, je pense qu'il y aurait presque aucun doute qui serait responsable, en tout cas qui aurait intérêt à les voir, si ce n'est le lobby israélien. Tandis que là, avec celui-là, c'est beaucoup plus flou, mais j'ai quand même l'impression que ça, c'est comme un petit message. Si vous pensez basculer, attention. Et ce serait très intéressant de voir justement Meghan Kelly ou Meghan Riley, je ne sais plus, Meghan Kelly, ouais. Kelly, voilà, comment elle va se positionner dans les prochaines semaines. Est-ce qu'elle va véritablement avoir peur ou est-ce ça va justement elle va basculer et dire, bon, ben maintenant là je sors tout, je fais du Candace, ou alors est-ce que justement elle va revenir vers de meilleurs sentiments envers Israël et donc je pense que ça va indiquer que ça a été une alerte. C'est un peu comme la mafia en fait. C'est un crime qui te dit, ben voilà, celui-là c'était juste le début, mais si tu ne te tiens pas à carreau, bah, tu sais ce qui va se passer ensuite. Voilà mon interprétation. A priori, et ce qui est intéressant avec comment ça s'appelle, Kirk, c'est justement le fait qu'il a tellement d'ennemis que les suspects sont nombreux. Ce qui peut disculper donc le usual Ouais. suspect. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ce type, il a mené une vie tellement stupide qu'il a dû se faire tellement d'ennemis avec ses remarques stupides et criminelles, vraiment. Donc voilà, à mon avis, ça pouvait être n'importe qui. Par contre, s'il s'avère que c'est une attaque sophistiquée, avec des complices et tout, là c'est vrai que ça va pas être du simple règlement de compte d'un type que sa copine aurait trompé avec Kirk ou quoi. Ça aurait suggéré une dimension. En tout cas, oui, on va suivre ça et puis on couvrira ça dans les prochaines semaines. En tout cas, merci Hafsa pour ce sujet. Voilà, donc si tu n'as pas d'autres news, je peux entamer les miennes. Voilà, donc alors oui. Donc, on va bientôt commémorer les 2 ans du début du génocide à Gaza. Et Madame Ursula von der Leyen, hein, donc la psychopathe en chef de l'Union européenne, elle vient juste de craquer sous la pression. Donc, même si elle s'en fiche complètement du génocide à Gaza, hein, c'est une psychopathe, zéro empathie, eh ben, elle a fini par craquer face à la pression des antigénocides. Et elle a fait un discours, là, c'était aujourd'hui ou hier, où elle dit This must stop. Europe needs to do more, donc contre le génocide. On va mettre notre soutien bilatéral en pause. D'ailleurs, elle a fait un lapsus, hein, alors qu'elle voulait dire on va mettre notre accord bilatéral avec Israël, parce que l'Union européenne a un accord bilatéral avec Israël. Donc, elle a dit nous allons mettre notre soutien bilatéral en pause. Donc, ça s'appelle un lapsus freudien qui est révélateur que l'accord bilatéral, c'est en réalité un soutien à Israël. Hein. Donc, Bah elle a oui. lâché le mot. Hein. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait attention à ce qu'elle disait, et que c'est en réalité un lapsus freudien. Voilà, donc ça dit tout ce que ça doit dire, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit aussi? On va proposer au Conseil européen des sanctions contre des ministres israéliens et des colons extrémistes. Voilà, bon, pour l'instant, c'est de la parlotte, mais apparemment, elle a fini par craquer sous la pression. Voilà, donc 2 ans, quasiment 2 ans après le début du génocide qui va pas arrêter. Voilà, ensuite, oui. Alors, la semaine dernière, je parlais de l'IA. Hein, j'invite les personnes à regarder l'épisode de la semaine dernière. Et ben hier, il y avait une vidéo, une interview du PDG de Mistral AI. Donc, Mistral AI, c'est une IA française. Et ce qu'il disait, le type, donc il défend l'idée des IA open source. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est pas parce qu'il est philanthrope, c'est parce que en tant que challenger, hein, donc pour l'instant, l'IA elle est dominée par OpenAI.
mais en tant que challenger, donc il a intérêt à pousser l'open source. Et comme je le disais la semaine dernière, il y a une bataille idéologique et géopolitique de qui est-ce qui va dominer le monde de l'IA, parce que celui qui va dominer le monde de l'IA, je faisais le parallèle la semaine dernière avec la domination des moteurs de recherche, notamment Google en l'occurrence, voilà, qui domine depuis 25 ans et qui a formaté les idées des gens à travers le monde. Hein, d'accord? Il a diffusé la propagande états-unienne. Hein, d'accord? Donc voilà, donc la nouvelle frontière à ce niveau-là, c'est l'IA. Et bien sûr, les Français, à travers Mistral, ils veulent eux aussi voilà, donner sa chance à leur IA, hein, d'accord? Et diffuser leurs idées, voilà, leurs idées tordues, qui ne sont pas beaucoup mieux que celles des États-Unis. Hein. Voilà, mais voilà, ça souligne un peu l'intérêt de l'open source d'un point de vue géopolitique. Et puis aussi, il avertit sur les risques d'hégémonie idéologique, justement. D'accord? Hein, donc c'est exactement ce que j'avais dit la semaine dernière. Voilà, sauf que lui, voilà, il parle de ça parce qu'il n'est pas hégémonique, justement. Hein, d'accord? Lui, il avertit contre OpenAI, mais il ne nous dit pas qu'en fait, son IA, elle fera la même chose pour le côté français. Hein, d'accord? Mais voilà, c'est bien qu'il ait parlé de ça parce que voilà, ça montre un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je disais la semaine dernière. Voilà, je parlais aussi la semaine dernière de la révélation de l'ancien président polonais Duda, qui disait que Zelensky tentait de le pousser à faire la guerre à la Russie après qu'un missile ait atterri en Pologne. Il a tué une personne, mais c'était un missile ukrainien. Hein, d'accord, si vous vous souvenez, ceux qui ont lu l'épisode de la semaine dernière. Et qu'en en réalité, Zelensky essayait de faire passer ce missile ukrainien pour un missile russe. Hein, d'accord? Mais Douda, il n'était pas stupide, il n'est pas tombé dans le panneau. Mais Donald Tusk, hein, qui est le Premier ministre polonais, il nous parle ces jours-ci, hein, c'était hier ou avant-hier, il nous parle de drones russes qui seraient entrés dans l'espace aérien polonais il y a 2 nuits, donc c'était avant-hier. Euh, et voilà, donc en réalité, c'est un peu stupide. En fait, Donald Tusk, il essaie de faire passer ça pour une espèce d'attaque quasiment des Russes. Or, c'est stupide. Si c'est une incursion aérienne, c'était une erreur. Hein. Si c'est une incursion aérienne, c'est pas sûr parce que c'est des monteurs, hein, les leaders européens. Et voilà, donc en fait, ça n'a aucun sens parce que si les Russes voulaient vraiment faire une attaque contre la Pologne, il y aurait une attaque, ce qui n'est pas le cas. Il y aurait des résultats, il y aurait quelque chose. Exactement. Mais là, il n'y a rien du tout. Mais le type, il essaye de monter ça en mayonnaise. Voilà. Il a envie de pomper un peu d'argent de l'Union européenne. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, n'oublions pas, donc lui, il faisait partie du club là, avec Macron et puis comment il s'appelle, Merz, le club là des types qui sont allés voir les leaders de Géorgie c'était la Moldavie, je crois, Ah oui. pour tenter de les transformer en nouveaux fronts de guerre par proxy contre la Russie. D'accord? Donc Donald Tusk, il faisait partie de cette bande de zozos là. Donc voilà, donc lui aussi, il doit être en difficulté chez lui, donc il doit vouloir occuper des Polonais avec, avec la russophobie et la fausse menace russe, parce que sinon ils vont sortir la guillotine et puis s'occuper de lui aussi. Hein, d'accord? Voilà. Sinon, oui, donc ça fait quelques épisodes que j'ai reporté hein, la discussion de la transcription de l'interrogation de Ghislaine Maxwell par Todd Blanche. Donc, Todd Blanche, c'est le député Attorney General, donc c'est l'assistant procureur général ou vice-procureur général plutôt de l'État fédéral états-unien. C'est aussi l'ancien avocat pénal de Trump. Hein. Donc, c'est un peu son pote hein, que Trump a Évidemment. installé voilà, à ce poste. Donc, les transcriptions de l'interrogation de Ghislaine Maxwell, hein, donc la complice de Jeffrey Epstein, donc par ce type-là, sont disponibles depuis maintenant à peu près une semaine, 10 jours. Alors, ce que j'ai noté, c'est que les questions sensibles qui touchent à Clinton, par exemple, est-ce que Clinton a reçu un massage hein. Donc, c'était une question qui était posée par Todd Blanche à Ghislaine Maxwell. Donc, elle répond
I believe he didn't, ce qui lui laisse une marge de manœuvre pour se contredire plus tard. Hein. Elle dit I believe he didn't. Donc, elle ne dit pas he didn't ou alors he did. Elle dit pas répond de manière certaine, elle répond de manière ambiguë pour pouvoir éventuellement plus tard, si ça peut plaire à Trump, hein, d'accord, si Trump lui demande, par exemple, elle pourrait dire ah non, finalement, je me souviens, si, il a bien reçu un message, d'accord. Donc, la manière de répondre, la façon dont les gens répondent est très, très révélatrice. Voilà. Mais quand il s'agit de Trump, elle est plus catégorique. Donc, à la question avez-vous vu Trump recevoir un message? Ah ben là, non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle répond de façon catégorique absolument jamais. Je n'ai jamais vu le président dans une position inappropriée de manière générale. Hein. Donc là, la question était super précise. Elle répond de manière catégorique non, il n'a pas fait ça. Et de toute façon, elle ne l'a jamais vu faire quelque chose d'inapproprié. Donc, toute chose inappropriée, il n'a pas fait. D'accord? Vous voyez un petit peu, c'est flagrant. Hein, c'est flagrant ce qu'elle fait. Ghislaine Maxwell, elle essaie de s'attirer les bonnes grâces de Trump pour se faire gracier, justement. Hein, d'accord? Voilà. Elle passe aussi donc largement la pommade à Trump en exprimant son admiration pour lui. Donc, elle disait, par exemple, voilà, je traduis évidemment, hein, c'était en anglais. Elle disait, j'admire son accomplissement à devenir président maintenant. Elle a dit aussi, I like him. And I have always liked him. Donc, vous voyez, c'est pathétique, hein, la flagornerie de Ghislaine Maxwell qui est désespérée, qui souhaite absolument sortir de cette prison où elle pense qu'elle ne mérite pas être, hein, parce elle est Oxbridge, hein, elle est diplômée d'Oxbridge. Voilà, donc, quand même, elle a fréquenté Jeffrey Epstein, c'est la fille comment il s'appelle, Maxwell, là, je ne sais plus quel est son prénom, son papa, hein, le grand mania Robert de Maxwell, oui. Robert Maxwell, le grand mania, tu nous en avais parlé, je crois, il y a deux épisodes ou trois épisodes. Voilà. Hein. Donc, ce qui ressort. Je fais juste un petit trait d'union justement avec l'affaire du limogeage de l'ambassadeur britannique. C'est que c'est tellement un grand scandale que maintenant, ça va mettre à mal le projet de Trump de libérer Maxwell. Parce qu'alors là, ça commence à s'accumuler. Donc, je pense que là, c'est un peu mal barré pour Ghislaine Maxwell. Elle pouvait espérer il y a encore une semaine, mais là, j'ai du mal à imaginer qu'il va la gracier dans ce contexte actuel parce que vraiment, ça va confirmer sa complicité dans les crimes commis par Epstein. Donc, voilà. Petite, finalement, comme quoi Exact. tout est lié. Ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, ce qui ressort clairement, hein, c'est que Ghislaine Maxwell fait preuve de mémoire sélective. Elle signale très fortement sa soumission totale à Trump dans l'espoir d'être graciée. Elle est prête à raconter n'importe quoi. Elle est prête à compromettre, par exemple, Bill Clinton. Et par contre, elle a clairement signalé qu'elle a l'intention d'absolument rien dire de négatif sur Trump, bien au contraire, que du positif. Voilà, donc mémoire sélective, soumission totale à Trump, on espère être gracié, ce qui serait désastreux évidemment euh, par rapport aux victimes et puis même dans l'absolu, hein, un personnage comme Ghislaine Maxwell, diabolique on pourrait dire ce personnage, eh ben, elle ne mériterait jamais de remettre les pieds dehors, évidemment. Hein. Alors sachant que là, elle a été déplacée il y a, et ben justement, je crois que c'était juste après cette interview là avec Todd Blanche, elle a été déplacée dans une prison basse sécurité. Donc là, vraiment, ça n'a rien à voir avec une prison normale. Hein. C'est comme une espèce de camp de vacances, pratiquement. Hein. C'est un camp de vacances dont elle ne peut pas sortir, c'est tout. D'accord. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le même, mais je sais qu'il y a une prison spéciale pour les VIP. banquiers, etc., Hmm. où c'est vraiment un camp de vacances. Alors, ils font leurs 6 mois, leur 1 an, quand ils ont fait du insider trading et tout ça, et puis Hmm. ensuite, ils sortent. Donc, voilà. J'imagine que c'est un complexe de ce même genre. C'est ça, oui, oui, tout à fait, pour les VIP. Voilà. Euh, voilà, donc ça va dans le sens de ce que Trump attendait. Hein, à ce niveau-là, elle a bien joué le jeu, Guylaine. Euh, et voilà, donc elle sera sûrement récompensée. Par contre, c'est vrai que le timing, il faudra que le timing soit bon pour que Trump puisse faire ça sans trop de scandale. Mais voilà, tout ça, quand même, ça conforte l'idée que Trump a des choses à se reprocher par rapport à l'affaire Epstein. Hein. Tout ça, voilà, ça conforte cette thèse, hein, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
Mais voilà, apparemment, Trump veut cacher quelque chose, a quelque chose à cacher par rapport à Epstein et, voilà, et toutes ces activités-là. Et Ghislaine Maxwell est sûrement au courant. Hein, d'accord, hein, c'est pour ça qu'il a besoin d'elle. Alors, bien sûr, il y a deux solutions. Soit ils vont la faire taire à tout jamais, hein, ça c'est une solution. Mais apparemment, il préférerait plutôt faire un deal avec elle, ce qui correspondrait à la psychologie de Trump. Hein. C'est plutôt un type qui cherche à faire des deals, choses comme ça. Je ne pense pas que l'élimination physique, en tout cas dans son historique, il n'a pas l'air d'y avoir des éliminations physiques pour faire taire les gens. Hein. Voilà. Donc, à suivre, mais Ghislaine Maxwell sera très certainement graciée. Alors, ce qu'ils ont fait par contre de particulier, quand Todd Blanche, donc ce vice-procureur général, quand il a interrogé Ghislaine Maxwell, en fait, il s'est assuré qu'il y avait un agent du FBI présent. Et en fait, ça a encouragé, enfin, comment dire, ça a renforcé ce témoignage de Ghislaine Maxwell parce que enfin, en fait, c'est un crime de mentir devant un agent du FBI aux États-Unis. Hein, d'accord? Donc, en fait, c'est une façon de renforcer, c'est une astuce qu'ils ont utilisée pour renforcer, pour donner une apparence comment dire, de vérité à ce témoignage complètement foireux, clairement, hein, d'accord, de Ghislaine Maxwell en faisant assister un agent du FBI. Hein, d'accord, donc ça, je voulais le mentionner au passage. Hein, donc, ils ont utilisé cette technique-là pour renforcer un peu le côté, comment dire, la vraisemblance du témoignage de Maxwell, sûrement parce qu'il savait que ça allait être shaky, comme on dit, à l'avance. Hein, d'accord. Voilà. Alors, on n'a pas le temps. Je voulais aborder enfin, les informations que Anthony Aguilar, hein, tu en avais parlé, Hafsa, il y a quelque temps. Donc, c'est Oui. le type qui est un mercenaire, hein, qui a démissionné parce qu'il faisait partie des mercenaires qui sécurisaient, entre guillemets, mais il ne faisait pas que ça, la distribution de nourriture à Gaza, Mhm. nourriture toute petite quantité dans des conditions horribles. J'en avais parlé aussi, basé sur le reportage de Bissan Aouda il y a 3 ou 4 épisodes. Et voilà, il a fait une super interview avec Chris Hedges. Et il a révélé beaucoup d'informations assez détaillées. Je voulais les couvrir, mais bon, on fera ça la prochaine fois. Je commencerai par ça, sauf s'il y a un sujet encore plus important. Mais voilà, j'aborderai ça la prochaine fois. Voilà, j'en ai, Eh j'en ben ai voilà. terminé des news, Hafsa. Eh ben écoute, on a juste fait un peu plus d'une heure, donc c'est bon, mais je pense qu'on a touché les sujets brûlants de la semaine. Donc voilà, merci encore Mehdi. Ben, écoutez, merci à vous tous qui nous suivez. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Mehdi surtout est beaucoup plus discipliné que moi et donc il réagit aux commentaires. Et donc voilà, un peu plus d'interaction, ça serait formidable. On vous remercie et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Hafsa, à la semaine prochaine tout le monde.